Avec le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent, on se retrouve pour le débrief de la 4e semaine de compétition, une semaine complètement moisie. Soyons honnêtes, on va le dire tout de suite puisque les Saints sont perdus. Non, mais il y en a d'autres qui ont gagné, il y en a qui ont le sourire dans cette équipe. Alors c'est pas son cas de celui que je vais présenter en premier parce que lui il a perdu depuis vendredi matin, dans la nuit de jeudi à vendredi. Bon, il est tellement habitué à perdre que ça lui fait plus grand chose. Salut mon Yaya, comment ça va? Salut les losers, écoute, bonsoir à tous les auditeurs, bonsoir, bonjour, ça dépend quand est-ce que vous écoutez. Vous êtes des winners, c'est pas comme Flav qui est chonchon ce soir, enfin, ou aujourd'hui en tout cas. Mais voilà, je pense que Je suis du pas coup, chonchon, ça s'est joué encore à rien, oui, un un coup petit, du sort, si j'ose dire. oui, un petit peu comme beaucoup de choses, hein. Ça, Mais oui, bon, c'est comme ça. mais ça présage une bonne émission. Oh oui, bah j'en doute absolument pas. 2 gens avec moi qui ont le sourire. On commence par celui qui retrouve le sourire après 2 semaines compliquées. C'est Seb. Salut mon Seb, comment ça va? Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour Flav, bonjour l'équipe. Oui, ça va mieux. Là, je retrouve un petit peu de joie de vivre, d'allant. Tout à coup, le soleil brille un petit peu plus, l'air est un petit peu plus pur. Et avec un peu de chance, on va se sortir de ce bourbier, même si c'est pas gagné. Et celui qui est à 4-0, il sait pas comment il fait, mais il y est quand même. C'est notre Raph. Salut Raph, comment ça va? Salut à tous, ça va bien, même si ça pourrait aller mieux parce que la victoire était un peu à la Pyrrhus ce dimanche Oh, soir. voilà. Et alors, je voudrais juste dire une chose, c'est que à tous les auditeurs, donc qui ne voient pas Raph, ce fan des Chiefs, il a mis un maillot des Chiefs et il a mis un maillot d'arbitre. Voilà. N'importe quoi. N'écoutez pas les bêtises de Yaya. Enfin, écoutez-les encore pendant qu'il est avec nous, pendant qu'on le supporte tous ensemble. Mais c'est un effort de groupe de supporter Yaya. C'est comme ça. Mon Raph, on va commencer. Bah tiens, on va commencer par les Chiefs de Kansas City. Comme ça, au moins, on avait prévu les Vikings, mais ce sera les Chiefs. Peu importe, ça change rien. De toute Ah, il y a façon, un c'est mouchoir, 2 équipes à 4-0. Qu'est-ce qu'ils racontent encore? il y a un mouchoir qui vole. Oh. Voilà, il y a un mouchoir qui vole, c'est ça. Les Chiefs de Kansas City qui ont gagné. Bah, j'ai envie de dire, Raph, ils ont gagné à la Chiefs, pas forcément impressionnant, voire même très inquiétant au début de match. Sur les 3 premiers drives offensifs, c'est un fumble, une interception et un 3 and out. Et finalement, petit à petit, l'oiseau a fait son nid et les Chiefs ont gagné. Et oui, le match a très mal commencé avec, comme tu l'as dit, le fumble de Carson Steele. D'ailleurs, on l'a presque pas revu du match. Ensuite, une interception lancée par Mahomes. Mahomes qui plaque malencontreusement Rachi Rice qui avait fait un magnifique boulot en provoquant un fumble sur l'interception qu'avait lancé Mahomes. Malheureusement, ça lui explose le genou. On ne sait pas encore s'il sera out, pour combien de temps il sera out, mais ça risque d'être pour longtemps. Et ensuite, Steve Spagnuolo et la défense des Chiefs s'est adapté. Ça a donné du temps à Mahomes et Mahomes a réussi à trouver Worthy pour un touchdown magnifique de plus de 50 yards. Et ensuite, l'attaque des Chiefs a déroulé sans être impressionnante, mais au moins ça gagne, donc 17-10. Oui, alors on enregistre, vous le savez, le lundi soir, donc à l'heure de notre enregistrement, nous n'avons effectivement pas encore les nouvelles de Rachi Rice, qui malheureusement devraient pas être très bonnes au regard des images. Il y a une véritable torsion du genou, les ligaments ont probablement été touchés. Il doit passer une IRM dans la journée. On va avoir des nouvelles, je pense, d'ici quelques petites heures, mais on peut craindre à l'heure où on enregistre. Encore une fois, on n'a pas les infos. Une fin de saison pour Rachi Rice, ça sent quand même la déchirure des ligaments, voire carrément la rupture du ligament croisé du genou. Seb, c'est une victoire quand même des Chiefs. Encore une fois, j'ai envie de dire, avec un Mahomes qui a été relativement poussif, surtout en début de match. À la fin du premier quart-temps, il avait un rating de 36.3, des choses que l'on voit quand même très rarement chez Patrick Mahomes. En effet, mais je pense que on peut pas vraiment tout lui mettre sur le dos sur ce point-là. Parce que le pauvre Patoche, il est bien isolé en ce moment puisque tous ses skill players tombent comme des mouches. Rachi Rice n'étant que le dernier en date. Il faut pas oublier que dans le backfield, c'est le désert puisque Isaiah Pacheco n'est pas là. Marquise Brown n'est toujours pas là et ne sera sans doute pas là de la saison
à mon humble avis. Edward Zeller aussi. Edward Zeller également. Donc, c'est en train, franchement, de se dépeupler. Mais il a quand même pu compter sur une valeur sûre qu'on avait un petit peu perdu de vue depuis 3 semaines, c'est Travis Kelce, qui fait un match très correct avec 7 réceptions et 89 yards. Et puis sur un revenant, sur Kareem Hunt, qui est auteur d'un très correct 69 yards en 14 portées, dont 11 en deuxième mi-temps. C'était son premier match pour Kansas City depuis 2018. Donc il a avancé de façon constante. Samaje Perine a marqué le touchdown qui a permis à Kansas City de passer devant. Et puis, il y a eu 2 big plays de Xavier Worthy, qui marquent d'ailleurs en deuxième quarter, qui ont permis de faire la différence. La question vraiment qu'on peut se poser pour eux, c'est peuvent-ils stopper l'hémorragie en termes de blessures des playmakers et des skills players, puisque on parlait de Xavier Worthy. Alors certes, lui n'est pas blessé, mais je pense que pour le moment, au stade où il en est de sa carrière, tu peux pas encore en faire un go-to guy. C'est quelqu'un qui va être utilisé, dont l'explosivité peut être pour le moment utilisée ponctuellement, mais c'est trop tôt pour lui mettre la balle 20 fois sur le ventre ou lui envoyer 10 passes dans le match. Ils ont un vrai problème de personnel et je parle pas de qualité sur ce plan-là. Et on a retrouvé aussi, Yaya, quelque chose qui est intéressant. Alors, on les avait pas trop perdus de vue non plus depuis le début de la saison, mais là où ils ont aussi été forts, les Chiefs, c'est en défense. Ils ont très mal commencé, 10 points encaissés, dont un touchdown de Ladd McConkey dès le premier drive offensif des Chargers. Et ensuite, j'ai envie de dire, plus rien pour Los Angeles. 0 points dans le deuxième, 0 points dans le troisième, 0 points dans le quatrième. Et ça fait 10 points marqués très rapidement dans le match et ensuite plus rien. C'est un peu ça, c'est ça. Et notre ami Raph l'a souligné, c'est le travail du coordinateur défensif Spagnolo et notre ami Andy Reid qui coach très très bien cette équipe, qui connaissent parfaitement l'effectif et ils savent comment gérer. Alors ils ont pris la marée d'entrée, ça peut arriver. Le premier drive, il est entièrement scripté, ils savaient exactement ce qu'ils voulaient et après en termes d'ajustement, ils ont été meilleurs. Et je pense que c'est ça qui a fait la différence sur ce match. Oui, Mais on d'ailleurs, avait. juste Oui, vas-y, Raph. pour en revenir à ce début de match, je trouve que c'est souvent le cas ces derniers temps avec les Chiefs. J'ai l'impression qu'en fait, il y a Spagnolo qui essaye de lire la défense, de lire l'attaque adverse, pardon. Il accepte d'encaisser quelques yards pour voir comment ils ont prévu de jouer, etc. Et ensuite, je trouve qu'il trouve exactement les ajustements qu'il faut pour limiter l'attaque. On a eu. Oui, vas-y. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est le début de saison. Il y a que tu fasses pas un match plein, que tu laisses passer un quart temps, par-ci par-là. Il y a des équipes qui ont laissé passer un match entier. Eux, c'est un quart temps. Donc, il y a des équipes qui laissent passer la saison entière aussi. Mais... on en connaît quelques-unes. C'est ça, on en connaît quelques-unes. On t'est râlé, non. Oui, avec des fleurs de lys. Oui, si tu veux, ouais, pour leur bien. On t'aira le nom pour leur bien. Qu'est-ce qu'on voulait dire ? Ah oui, aussi, on a vu un Justin Herbert particulièrement frustré. Alors, il a été, faut reconnaître aussi qu'il y avait des absences dans la ligne offensive des Chargers, qui forcément a pas servi au niveau de la production offensive de Los Angeles. Mais encore une fois, cette défense des Chiefs, c'est toujours pareil, c'est comme l'an dernier, c'est-à-dire que c'est très très solide et il y a toujours un moment où ils vont trouver un moyen de bloquer l'attaque et Patrick Mahomes reste toujours Patrick Mahomes, donc il est capable d'aller marquer un touchdown, 2 touchdowns pour juste les faire passer devant. Prochain rendez-vous pour les Chiefs, Raph, c'est contre les Saints de la Nouvelle-Orléans. Ah. Eh oui, ce sera Arrowhead, je crois que, alors je sais plus si c'est le Sunday Night Football ou le Monday Night Football de la semaine prochaine, je ne sais plus. Enfin, c'est un Chiefs Saints qui nous attend pour la prochaine journée, oui. Je voulais juste préciser quelque chose quand tu parlais de défense. J.K. Dobbins, le meilleur coureur des Chargers, 32 yards. 14 portées, 32 yards. Non, mais le show au sol des Chargers, il a été démonté. C'était
dégoûtant. C'est 55 yards au total. C'est Après, ça 50 fait 2 semaines de suite, Voilà. déjà contre les Steelers. Ça fait 2 semaines de suite que ça marche pas. Il va aussi falloir se poser les bonnes questions. Et tu sens que cette attaque, elle est fébrile. Il y a quelque chose qui trompe pas. On l'avait déjà souligné pour d'autres clubs lors d'épisodes précédents. Mais pour les Chargers, c'est 30% d'efficacité sur les conversions de troisième down. Et quand on est là, quand tu es aussi bas, c'est que ça marche pas. On l'a vu aussi, Justin Herbert, il fait un premier quart-temps qui est quasi impeccable, et après, il y a plus rien. Mais il y a plus rien, pourquoi? Parce que sur la ligne, notamment, il te manque Joe Alt, et que ça a beau être un rookie, ça fait un sacré trou. Et Justin Herbert a passé son temps à boiter quand même. Tu le voyais en sortant du terrain qui boitait. Mais Ils prennent des risques. la question de la semaine dernière, est-ce que la semaine dernière, il fallait le faire jouer? Mais oui. Ah, mais on est d'accord. Mais même cette Même semaine. cette semaine, est-ce qu'il fallait le faire jouer? Il valait mieux le laisser au frais la semaine dernière, et je pense qu'il aurait. Enfin, vaut mieux que tu aies ton QB titulaire pour Kansas City, quoi, pour jouer contre Kansas City. Oui, mais là, ils sont à 2-2. En n'ayant pas fait reposer ton quarterback, alors que tu aurais pu accepter les défaites pour remettre sur pied, c'est le cas de le dire, ton quarterback. Ah oui, c'est le cas de le dire, et d'autant que les Chargers, je crois que je ne sais plus quand est leur bye week, mais je crois que c'est pas pour tout de suite. Donc les prochaines semaines pour les Chiefs, c'est donc les Saints. Après, c'est les 49ers de Seb, je crois, si je dis pas de bêtises. Alors, Oui. je vais vous le dire tout de suite. Je vais vous le dire tout de suite, comme ça on dira pas que je l'ai pas dit. Je l'annonce. La semaine prochaine contre les Saints, soit ça se goupille très mal tout de suite pour la Nouvelle-Orléans et ça finit en double monumental, soit les Saints se l'emportent. Voilà. Parce que je me dis que dans un match, avec le nombre de blessés qu'il y a, alors faudra que les Saints retrouvent quelques joueurs quand même, parce que par exemple un des Mario Davis ou un Taysom Hill, ce serait mieux qu'il soit là. Ça pourrait être sympa. Et Tyrann Mathieu aussi. Donc, quand on un ancien Chief. Un ancien Chiefs en plus, qui est sorti hier sur blessure. Si tout ça se goupille bien, ça peut être une équipe qui vient embêter ces Chiefs-là. Encore une fois, les Chiefs qui vont être de toute façon diminués, parce que une chose est sûre, c'est que Rachi Rice, par exemple, ne sera pas là la semaine prochaine. Il faudra un miracle absolument incroyable pour qu'il soit sur pied la semaine prochaine. Oui, moi, je voulais corriger une bêtise que je viens de dire. Les Chargers sont en bye week la semaine prochaine. Ah bah voilà. En fait, c'est plutôt que prévu. Voilà. Autant pour moi. Bon, on n'a pas le calendrier de toutes les bye week dans la tête. C'est un peu en problème. Mais on ne voudra pas, il n'y a pas de souci. On passe aux Vikings du Minnesota. Les Vikings qui jouaient. Alors, c'était un vrai test. On l'avait mis comme un test, ce match de Minnesota face à Green Bay, face aux Packers au Lambeau Field. Eh ben Yaya, finalement, au moins en première mi-temps, ça a tourné complètement à sens unique avec des Vikings qui, sur leur lancée de leur début de saison parfait, ont réalisé une première mi-temps, elle aussi, parfaite. Oui, alors l'avantage avec les Packers, c'est qu'ils savent recevoir. Ils prennent tout de suite un 28-0 et on s'est dit, bon, l'après-midi va être longue. Et puis finalement, ils sont revenus en deuxième mi-temps en passant notamment 22 points dans le dernier quart, nos amis des Packers, et les Vikings se sont fait peur. Et j'allais même dire qu'à la fin, c'est joué un petit peu à la patate chaude. Donc, Sam Darnold a eu une interception, a lancé 3 touchdowns pour 275 yards. Belle partie, mais manque de maîtrise à la fin. Et on se dit que c'est quand même l'édifice est un petit peu fragile malgré tout. Victoire convaincante à l'extérieur malgré tout. Donc ça va être à voir pour le reste. Et encore une fois, limiter le jeu de course adverse, donc Josh Jacob, à 51 yards, 9 portées, c'est plutôt pas mal. Oui, on a eu encore une fois, Raph, c'est un petit peu ce qu'on a vu depuis le début de la saison chez les Vikings, c'est-à-dire une belle défense qui a bien limité le jeu de course, une attaque capable, avec un Sam Darnold capable de distribuer à beaucoup de cibles. On a Justin Jefferson qui a marqué, on a Jordan Addison qui a marqué aussi, on a Josh Oliver qui a marqué également. Voilà, c'est vraiment
une équipe finalement qu'on pensait qui allait être en difficulté, qui est vraiment complète. Ouais, bien sûr, ils font un début de saison vraiment impressionnant. Ils sont en 4-0, donc forcément, c'est que ça gagne. En plus, comme tu l'as bien dit, Flav, on attendait de voir face à Green Bay parce que c'est un rival de division, c'est un match important. Et force est de constater qu'ils sont toujours aussi performants. Alors, c'est vrai que le 28-0 est ultra impressionnant. Beaucoup de gens se sont dit, en fait, ils n'ont pas de limite. Et finalement, ils en ont bien une puisque en deuxième mi-temps, ils se sont fait rattraper et ils ont même failli le perdre. Donc, c'est sûr que c'est prometteur pour la suite, mais il va falloir quand même faire attention à maîtriser ses fins de match aussi bien que ses débuts de match. Alors Seb, je vais avoir 2 questions pour toi. On va Mhm. commencer par la première. La première, c'est toujours la même chose. Quand tu mènes 28-0, inévitablement, tu te dis, il y a des matchs la semaine prochaine, faut pas se blesser, faut pas machin. Est-ce qu'ils ont pas joué la deuxième mi-temps un peu avec le frein à main? C'est pas impossible, mais il faut voir aussi que, alors Jordan Love, même si il fait beaucoup de bêtises et en particulier en début de match, il lance quand même le plus grand nombre de yards de sa carrière, de sa jeune carrière, sur un match, 389. Il établit également son record personnel du nombre de touchdowns lancés, 4, et de complétion également 32. Bon, il bat aussi son record d'interception avec 3 sur un match. Je vais dire passons, mais non, ça a eu son importance. Alors effectivement, on peut se demander si Minnesota n'a pas levé le pied à un moment, ce qui serait compréhensible, au vu de la physionomie du match. En face, tu as une équipe qui est obligée de courir au score et qui lance beaucoup. Ça peut être dangereux parce qu'une fois que tu commences à lever le pied, si l'équipe adverse revient, pour te remettre dans le bain, ça peut être compliqué. Après, peut-être qu'ils se sentent suffisamment sûrs d'eux pour se le permettre. Bon, attention à ce que ça ne leur joue pas des tours. Et la deuxième question, tu l'as esquissé avec, en parlant de Jordan Love, c'était de se demander, et là, tu peux répondre, mais les autres peuvent répondre également. Est-ce que ça a été un bon choix de le remettre sur le terrain? On sait qu'il a été blessé pendant. On s'attendait à une blessure qui pouvait aller de 5 à 8 semaines. Il est revenu après seulement 3 semaines. Il a été actif pendant un moment. Il était dit qu'il se partagerait les ballons avec Malik Willis, que certains jeux étaient designés pour Malik Willis. Finalement, on a surtout vu Jordan Love pendant la rencontre. Il y a eu ces 3 interceptions. Est-ce que finalement son retour n'était pas un peu précipité? La question, elle mérite d'être posée, mais on peut C'est pour ça que je la pose. toujours l'inverser. Voilà, on peut toujours l'inverser. Avec le même résultat et Malik Willis aux commandes, est-ce qu'on n'aurait pas dit peut-être qu'il aurait fallu Si, sûrement. starter Jordan Love, vois-tu? C'est toujours... on a beau jeu, nous, depuis nos fauteuils et surtout a posteriori, après le match, de se poser la question. Mais la question mérite d'être posée puisque, tu vois, un petit peu à l'instar de Justin Herbert, qu'on évoquait tout à l'heure, 2 quarterbacks qui ont tous les deux subi une blessure. En plus, pour Green Bay, avec Malik Willis, ça s'est quand même pas trop mal passé jusque-là. Donc, tu te dis que tu as une bonne assurance. Même si tu perds un match avec ton QB remplaçant qui t'a quand même remporté le précédent et les 2 précédents, je crois, les 2 précédents pour ton club, bon, c'est des choses qui arrivent et tu peux te permettre de ne pas avoir trop de regrets et d'avoir protégé ton starter qu'en plus tu as payé à prix d'or juste au début de la saison. On est dans ce type de débat, l'œuf la poule, si tu vois ce que je veux dire, Flav. La prudence aurait pu dicter de starter Malik Willis dimanche, évidemment. Et toi, mon Yaya, tu voulais que ce soit Malik Willis? Oui, pour faire le jeu de mots d'Arnold et Willis, certes. Comme ça, je t'ai donné une occasion de le faire, t'as vu? Ah oui, c'est une sacrée passe décisive. Là, tu Hein? étais mahomien, là, telle passe. Derek Carr dans les 2 dernières minutes, mais pas dans la dernière, tu vois. Oui, tout à fait. Non, mais je pense que quand t'es coach, que t'as un quarterback que tu payes très très cher, tu veux l'avoir sur le terrain, tu espères toujours à beaucoup plus. Et comme en termes de potentiel, il est largement supérieur, puisqu'ils l'ont payé, c'est qu'ils voient un potentiel. T'espères toujours, donc voilà.
Mais maintenant, force est de constater qu'avec Love en starter, c'est 0 victoire, 2 défaites cette saison. Donc, on sait que l'année dernière aussi, la première partie de saison était un peu compliquée. Il faut avoir des snaps. Bon, j'ai du mal à répondre à cette question. Ils ont des éléments que nous, on n'a pas. Bah ça c'est sûr. Un petit mot sur les deux équipes qui étaient invaincues avant cette 4e semaine de compétition et qui sont tombées, les Steelers de Pittsburgh qui perdent 27-24 face aux Colts d'Indianapolis. Bon, j'ai envie de dire, Raph, ça devait arriver, ça devait finir par arriver à force de gagner toujours sur la défense. C'est quand même une belle performance d'Indianapolis qui passe 27 points à Pittsburgh. Ouais, justement, c'est la défense qui nous a le plus surpris. On en parlait lors du dernier podcast qu'on a fait ensemble. Et là, ils ont pris 27 points. Donc, c'est plus de 3 fois plus de ce qu'ils prenaient en moyenne, il me semble. Donc, c'est vraiment surprenant, je trouve. Même si les Colts sont une bonne équipe, je les voyais vraiment pas battre Pittsburgh. Donc, c'est assez surprenant, mais les Colts ont largement mérité leur victoire puisqu'ils ont largement dominé avant de se faire rattraper en fin de match. Moi, il y a un élément dans ce match, c'est que notre ami Anthony Richardson, encore une fois, se blesse. On l'avait annoncé depuis la semaine 1, nous. Voilà, tout à fait. C'est vrai. Et donc, du coup, Joe Elite Flacco est arrivé et a marqué et a pris les rênes de l'équipe. Et du coup, le game plan défensif des Steelers, perdu. Je vais sortir un petit peu de ma réserve, mais parce que alors vas-y, avec toi, avec Seb et toi, Yaya, on avait dit en semaine 1, je me rappelle, il y avait une action où Anthony Richardson avait foncé la tête la première dans un défenseur, et on a dit il va finir comme l'an dernier, soit l'épaule en vrac, soit en commotion, soit un truc comme ça. Soit les deux. Alors, il faut quand même aussi dire que son staff est pas toujours super intelligent, parce que rappelons un peu la chronologie des faits d'hier. Il se blesse à la hanche, notre ami Anthony Richardson. Il sort pendant un jeu, ce qui est obligatoire puisque l'équipe médicale était intervenue. Il sort pendant un jeu, il rentre le jeu suivant. Et on était même, nous, sur le Discord, à se dire, il est sorti, il est rentré. Parce que comme c'était en red zone, comme c'était pendant le red zone, on aurait pu rater un bout du match. Il re-rentre sur l'action suivante pour se reblesser sur l'action suivante. Tu te dis, franchement, il le préserve pas non plus du côté d'Indianapolis. Le mec qui se blesse une première fois, tu t'arrêtes, tu lui laisses au moins un peu de temps de repos, quoi, je sais pas. Il re-rentre une action après pour jouer un quarterback scramble. En plus, oui. Et comme il peut plus courir, il manque de s'effondrer et de se faire allumer par, je crois, le safety de Pittsburgh qui arrive de casque en avant, qui se fait sanctionner en plus sur le. C'est Micah Fitzpatrick, voilà, tout à fait. C'est pas du tout un habitué de la cause en plus. Non, c'est un poète. Et surtout qui fait oula, j'ai pas moyen de tomber tout seul. J'ai pas touché. Il a glissé, chef. Voilà, j'ai glissé, chef. Il arrive casque en avant, mais il met les mains comme voilà, il met les mains en arrière, genre hop, je l'ai pas touché, alors que non, tu l'as un peu touché. Mais c'est compliqué dans ces cas-là. Et il pourrait être absent plusieurs semaines, Anthony Richardson. Étonnant. Pas étonnant. C'est sa 2e saison, il va déjà être en kit, le gamin. C'est un meuble Ikea. C'est K2000. Oui, kit. Bien kit. Sinon, est-ce que c'est la fin, Seb, de la période de grâce de Justin Fields ou non? Parce qu'on est quand même à 22 sur 34, 312 yards, un touchdown, aucune interception, 55 yards à la course, 2 touchdowns à la course pour Justin Fields. Il fait pas un mauvais match, hein? Il fait pas un mauvais match. Alors, on l'a senti retomber dans certains de ses mauvais travers sur ce match. Il y a notamment cette espèce de glissade de 20 yards là où en plus il perd le ballon, qui était très fieldienne. On va dire que c'était une journée moyenne au boulot, quoi, sans plus. Je m'inquiéterai pas outre mesure de son sort pour le moment. Moi, ce qui m'inquiète plus pour Pittsburgh, c'est la façon dont leur défense antiaérienne a lâché des gros jeux pendant cette rencontre. Alors, peut-être en effet, Joe Flacco, le plan de match foutu à la poubelle, c'est tout à fait possible. Mais il y avait quand même pas mal de trous dans la raquette dans cette défense. Et la semaine prochaine, c'est Dallas.
avec CeeDee Lamb, qui est quand même d'un autre calibre que les receveurs d'Indianapolis. Pittman, c'est un très bon receveur. C'est un très bon receveur, mais pas tout à fait dans la même C'est pas catégorie. CeeDee Lamb non plus, quoi. Ouais. C'est pas CeeDee Lamb. Il est doux comme un agneau, CeeDee Lamb. Ouais, elle était facile celle-là. Donc, ouais, Va pas falloir qu'il le réduise au silence. Hein. Ouais. Oui, le fameux silence de l'agneau. Oh là là, c'est culturel ce soir. Hein. On a un peu de culture, hein, monsieur. On a un peu de culture. Excusez-nous d'avoir de la culture. Cette contre-performance de la défense antiaérienne, elle m'inquiète un petit peu. Oui, il y a juste une petite chose, c'est qu'en conférence de presse, enfin, dans les vestiaires, Najee Harris a un petit peu tensé Justin Fields en disant on gagne ensemble, on perd ensemble, et il ne faut pas trop tirer la couverture à soi. Et c'est jamais bon quand il y a ça, et surtout quand c'est envers le quarterback. L'autre équipe qui se présentait avec un bilan parfait et qui a été étriée pendant le Sunday Night Football, ce sont les Bills de Buffalo qui se rendaient sur le terrain des Ravens de Baltimore. Et alors là, ça a été une véritable boucherie, une victoire 35-10 pour les Ravens, sans aucun détail n'a été fait, avec une nouvelle fois, Raph, un Derrick Henry qui a été exceptionnel, 24 portées, 199 yards au sol, un touchdown, le roi est de retour. Ah, c'est sûr, le game plan c'était on va vous marcher dessus. Et il leur a couru dessus. Mais franchement, c'était impressionnant à voir. Dès la première action, premier drive du match, touchdown de King Henry de 87 yards en 12 secondes. Ça a planté le décor directement. Et ensuite, les Bills ont essayé de réagir, mais la défense des Ravens était beaucoup trop forte. La ligne offensive, je trouve qu'elle a vraiment pas assez protégé Josh Allen, qui a subi de nombreux blitz. D'ailleurs, il s'est pris des coups assez violents. Sur le fumble d'ailleurs qui est provoqué par un bon blitz de la défense des Ravens, il prend un énorme tampon et on l'a vu vraiment pas en confiance, pas serein, il a raté beaucoup de passes, il a été imprécis et je pense que justement cette énorme pression des Ravens, ça l'a vraiment troublé mentalement et je pense que du coup il s'est plus précipité qu'à son habitude. Yaya, on a tellement chez les Ravens de bons running backs que même leur receveur numéro 1, c'est un running back en fait. C'est Justice Hill. 78 yards, un touchdown. Enfin, franchement, ça a été une performance de la part de tout le corps de coureurs des Ravens qui a été absolument exceptionnel. Oui, complètement. Et je pense que ça y est, ils sont mis au diapason de ce qu'était leur équipe. Ils arrivent enfin à jouer avec King Henry et du coup ça a créé encore plus d'espace pour Lamar Jackson. Il n'a même pas besoin de lancer, il a tenté 18 passes seulement. 13 sur 18 à la passe, 156 yards. Il a même pas eu besoin de forcer. Donc voilà, et puis surtout, voilà, on l'a dit, King Henry a marché complètement. Et les Ravens ont vraiment ont enclenché la seconde. Et là, à mon avis, ça va être très compliqué dans les jours dans les semaines qui viennent. C'est une équipe qui va montrer de quel bois elle se chauffe et et je pense qu'ils ont vraiment trouvé ce qu'ils étaient. Petite stat amusante sur cette rencontre, les Ravens de Baltimore ont plus de yards à la course que les Bills en ont de yards au total en offense, ce qui est quand même assez incroyable, 271 à la course pour les Ravens. Seb, on avait peur que Lamar Jackson et Derrick Henry se marchent un peu sur les pieds. Je pense que chacun a montré hier que la mesure a été prise et qu'ils savent très bien jouer ensemble. Exactement, et moi je suis abondé dans le sens de ce qu'a dit Yaya. Sur ce match, cette équipe a trouvé son identité, ou du moins ils se sont rappelés qui ils étaient. Ils ont enfin réussi à exploiter notre bien-aimé roi à sa juste valeur. Et puis, on a à nouveau cette défense qui s'est montrée impitoyable. Raph parlait de la pression sur Josh Allen. La pression, elle était effectivement réelle parce que il s'est retrouvé avec un pressure rate de 44%, plus de 44% sur le Rable.
Et du coup, notre brave Josh, qui d'habitude taquine les 75% de réussite en complétion de passe, mais il était à peine au-dessus de 55% dimanche. C'est la première fois en 41 matchs de suite que l'attaque de Buffalo marque moins de 11 points, c'est-à-dire 10 points ou moins. C'est quand même pas mince comme exploit, et je pense que Baltimore, vraiment Baltimore, ils ont eu l'air de contenders hier soir, totalement, et qu'ils ont joué au niveau qui est attendu d'eux et avec le rang que l'on attend de leur part également. Et effectivement, si eux, ils ont lancé leur saison, eh ben, bon courage à leurs adversaires pour les semaines qui viennent parce que ça va faire mal. On parlera de l'adversaire juste tout à l'heure, le prochain adversaire, parce que la semaine prochaine, un très joli Ravens-Bengals nous attend pour la semaine 5. Autant dire que ça risque de piquer quand on voit l'état de la défense de Cincinnati. Ça pourrait être assez, comment dirons-nous, difficile. Futur en dépression lundi matin. Voilà, mais après, ça reste un duel de division et encore plus en AFC Nord, et ça finit généralement en match particulièrement serré et disputé. Et âpre. On va aller prendre des nouvelles de la NFC Sud avec les Buccaneers de Tampa Bay. Les Buccaneers de Tampa Bay qui se sont imposés une nouvelle fois 33-16 face aux Eagles de Philadelphie après la grosse victoire de la saison dernière en playoff qui avait mis fin à la saison des Eagles. C'est un nouveau récital des Buccaneers, Seb, avec un Baker Mayfield très à l'aise, 2 touchdowns, aucune interception, 347 yards à la passe, un Mike Evans qui est toujours présent quand il faut, et un jeu de course qui commence à pointer le bout de son nez. Oui, tout à fait. Ça a été la très très bonne surprise de ce match pour les Buccaneers. Un jeu de course qui a semblé reprendre des couleurs. Ça fait 3 semaines que l'on dit que ce jeu au sol, c'est leur gros point faible et que si jamais le jeu de passe leur fait défaut, eh ben, ça va être compliqué de se rabattre sur autre chose. Et là, on a un duo de running back, Bucky Irving et Rachaad White, qui termine avec quasiment la même ligne de stats, c'est-à-dire chacun 10 courses, chacun 49 yards. La seule différence, c'est qu'Irving, lui, a ajouté un touchdown. Et puis, Mayfield, effectivement, 347 yards de touchdown. Il a laissé très peu de marge d'erreur au defensive back de Philadelphie. Tampa qui va quand même mener 24-7 à la mi-temps. Et moi, en regardant ça sur le Red Zone, j'étais en train de me dire, pour Philadelphie, c'est le même cauchemar que lors des playoffs la saison dernière qui va recommencer. Ils vont se faire rouster par les Buccaneers. Alors, le score est quand même assez large au final. La domination de Tampa Bay, elle est réelle. Il n'y a qu'à voir en termes de yards gagnés, 445 total yards, pour les Buccaneers, 227 seulement pour Philadelphie, et puis la faillite du jeu aérien des Eagles avec 114 malheureux yards. Alors, on pourra retenir pour eux. On va te dire qu'il n'y avait ni Devonta Smith, ni Edgy Brown. Mais c'est une réalité. Eux aussi, ils ont un gros problème de blessure sur leur skills player, en particulier sur leur receveur. Oui. Et puis, ils peuvent pas, là aussi, même s'ils ont un running back qui est plus que décent en Saquon Barkley, qui fait un bon match, 10 courses, oui. 84 yards, 8,4 yards de moyenne par portée de balle, excusez du peu. Bon, il peut néanmoins pas tenir le vaisseau Eagles sur ses épaules qu'il a pourtant large. Et Dallas Goedert qui fait aussi encore sa partie avec 62 yards. Déjà la semaine dernière, excellent contre les Saints. Mm-hmm. Raph, on a 2 matchs à venir là pour les Buccaneers. Ce sera un déplacement à Atlanta, ce sera dans le cadre du Thursday Night Football. On va encore avoir Kirk Cousins en prime time. Je vous le dis, je vous l'annonce, ce sera dans la nuit de jeudi à vendredi. Donc un déplacement à Atlanta, puis un déplacement chez les Saints de la Nouvelle-Orléans. Pour les Buccaneers, 2 duels de division donc à l'extérieur contre probablement les 2 plus dangereux rivaux de leur division. Est-ce que finalement les Buccaneers ne vont pas jouer une grande partie de leur saison dans ces 15 prochains jours?
Ah si, complètement. On sait l'importance qu'a les matchs de division dans la saison d'une équipe. Et là, ils sont en 3-1, donc ils sont bien commencés. Et je pense que s'ils gagnent au moins un des 2 prochains matchs, ça va vraiment, ils vont vraiment bien être lancés. Et je pense qu'ils pourront le faire contre les Falcons. Et contre les Oui, Saints, alors, ça va. oui, alors Oui. vas-y, fais attention à ce que tu dis. Je te rappelle que c'est moi qui rédige une partie de ton rapport de stage. Vas-y. Je t'écoute. Donc, tu disais contre les Saints. Pas de pression, Non, Raph, non, tout va vas-y, bien. vas-y, tout va bien. Non, justement, j'allais dire que contre les Saints, je les voyais Oui. gagner. Parce que. Les Saints, tu les vois gagner. Ouais, oui, oui. Oui, Oui, je vois oui, bien gagner sûr. les Saints. Oui, oui, Non, oui, vraiment. oui. Mais si tu veux, je on lui pense que. fait un bloc dans le dos. Hein, Seb, Seb le prend en bas, se cache dessous, et moi je le pousse et hop, il tombe. Hein, t'inquiète. Hein, Non, mais Non, oui. hors blague, je pense que les Saints peuvent s'imposer. Je vois bien les Buccaneers prendre un des 2 prochains matchs. On va avoir, après l'UFC à Paris qu'on a eu là ce samedi, on va avoir un combat normalement entre Marshall Latimore et Mike Evans, hein, puisqu'à chaque fois qu'ils se retrouvent sur un terrain, ça finit en combat de boxe et les deux sont expulsés. Donc normalement, c'est pour dans 2 semaines. Prenez vos billets, ce sera c'est le grand au amour. Superdome. Ce sera au C'est le grand Superdome de la amour. Nouvelle-Orléans. Ça manquera pas. De toute façon, ça Ils ne ne manque jamais. passeront pas leurs vacances ensemble. Ah non, ça c'est très clair. Ça, Petit Jean-Mimi. voilà, ce sera comme ça. Alors Yaya, je vais Oui. pas te faire parler des Buccaneers, mais de leur adversaire. Finalement, est-ce que les Eagles, c'est pas l'une des équipes les plus surcotées de la ligue? On les a présentés comme des contenders. On les a, on les a beaucoup en début de saison. Avant le début de la saison, on a dit voilà, ça va faire partie de ces grosses équipes à battre. Finalement, c'est une victoire contre les Packers au Brésil, c'est une victoire à l'arraché contre les Saints la semaine dernière. Et puis, c'est quand même deux défaites assez importantes. Est-ce que finalement, on n'a pas vu les Eagles trop beaux? Il faut savoir raison garder. Oula, alors si c'est Yaya qui vous dit ça, on est mal barré. Ah, Hein. bah, ça Garez-vous commence parce que bien. vous êtes Attends, centré. vas-y. Développe Yaya parce que là tu m'intéresses, hein, surtout venant de toi. Non, ils ont vraiment. C'est comme quand Way qui te dit qu'il est nuancé, quoi. Il est nuancé, c'est tous des cons. De toute façon, voilà. Ils sont tous nuls. Alors, non, je vais essayer d'être moi aussi un peu nuancé. Ils ont une équipe sur le papier qui est très très forte, mais ils ont perdu notre ami Jason Kelce et on le remplace pas comme ça. Donc sur la ligne déjà ça fait quelque chose. Ils ont Saquon Barkley qui est un top running back, mais qui cache un peu la misère. Le problème c'est que leurs 2 receveurs stars, AJ Brown et Devontae Smith, sont absents. On ne peut pas les remplacer comme ça en pleine saison. Donc, c'est compliqué. La défense, on sait que depuis l'an passé, c'est très compliqué. Et depuis l'an passé, il y a un vrai problème de coaching. Les 2 coordinateurs sont partis coacher à Arizona et à Indiana. Maintenant, ça a été remplacé. On les a encore changés là à l'intersaison. Et le vrai problème, il y a 2 problèmes dans cette équipe, c'est le coaching. Nick Sirianni, lui, il est surcoté. Lui, il fait n'importe quoi. Il sort complètement des matchs. Il est capable de péter des plombs pour un oui, pour un non. Et le problème, c'est que son équipe suit. Et enfin, l'autre problème, et à un moment ou un autre, il va falloir ouvrir son procès, c'est Jalen Hurts. Encore une fois, il perd des ballons. Il fait des fumbles, des interceptions. Là, il y a encore une interception. Non, il n'y a pas eu d'interception. Non, il n'y a pas d'interception. Non, mais contre les Saints, ça avait été un florilège de fumbles et de ballons, Voilà. de ballons cafouillés. Et au bout d'un moment, en fait, quand il a ses receveurs stars, c'est beaucoup plus facile. Quand il a du temps derrière la ligne, ça va. Mais s'il y a des trous dans la ligne, c'est comme tous les quarterbacks. Et est-ce qu'il est capable de rendre sa ligne meilleure? Est-ce qu'il est capable de rendre d'autres receveurs meilleurs? C'est un peu le problème. Donc, moi, je pense que surcoté, on va un petit peu loin. Je pense que c'est une bonne équipe. Top équipe, oui, quand ils sont au complet. Maintenant, contender, c'est un peu plus compliqué. C'est brave, d'accord avec ça? Raph, vas-y, je t'en prie.
Moi, je pense qu'ils sont un peu surcotés parce que quand on dit qu'on a notre quarterback qui est un petit peu surcoté, notre head coach qui a dit hier que ses joueurs n'étaient pas prêts pour jouer, mais je suis désolé, mais c'est son rôle de les rendre prêts. Donc là, je crois que la semaine à venir, c'est la bye week. Donc j'espère qu'ils vont vraiment bien travailler parce qu'ils en ont besoin. Mais franchement, en fait, on les place comme potentiels contenders. Mais pour moi, si on les place comme contenders, ils sont surcotés. On Donc, nous a râlé dessus à l'intersaison parce qu'on n'avait pas mis Jalen Hurts dans le top 5 des quarterbacks, pour rappel. Oui, Ouais, bon, il est pas. Il est pas. Ben non. Ben non. Oui, c'est bien. Non, moi je suis absolument d'accord avec le constat qui vient d'être fait par mes deux éminents collègues. Plus, je tiens à rappeler tout de même que c'est quelque chose que j'avais dit dès le début de la saison, que Philadelphie, il y avait beaucoup de monde qui les voyait trop beaux. Après, peut-être qu'ils vont me faire mentir, peut-être qu'ils vont se reprendre et qu'on va avoir une belle remontada, qu'on va avoir l'inverse de la saison dernière où ils se sont complètement effondrés après la mi-saison alors qu'ils avaient marché sur à peu près tout le monde et son frère le reste du temps. Mais moi, je reste sur l'impression qu'ils m'ont donné la saison dernière, c'est-à-dire d'un club qui s'effondre au pire moment pour lui et qui accroche les playoffs de justesse alors qu'il était en course pour le first seed quelques semaines avant et qui se fait poutrer par, soi-disant, le plus mauvais club présent dans ces playoffs. Et poutrer, je crois, c'est pas un euphémisme hein, dans le cas présent. Et moi, je suis resté sur cette impression de ce club. Et cette impression, jusqu'ici, pour moi, elle n'est pas démentie. Même, je vois, alors j'ai pas regardé les Power Rankings, mais je suis vraiment très curieux de savoir où les placent les différents observateurs, parce que honnêtement, s'ils sont placés dans le top 10, c'est de la fumisterie. Ils ont un calendrier qui au final est pas est pas compliqué. Ça reste toujours des questions de dynamique, mais ils vont jouer donc là il y a la bye week. Après c'est les Browns, les Giants, les Bengals, les Jaguars. Il y a quand même des matchs qui sont prenables et qui pourraient faire aussi un petit peu entre guillemets écran de fumée sur un bilan qui pourrait ne pas être totalement révélateur effectivement du niveau de jeu affiché. Après, comme tu l'as dit, Raph, il va y avoir cette semaine de repos. Ils vont probablement au moins récupérer Devonta Smith qui était incertain pour le match, qui a été mis indisponible à la dernière seconde. Donc normalement avec 2 semaines de repos, enfin une semaine de repos et donc 2 semaines avant le prochain match, ça devrait le faire. Si oui, vas-y. Surtout que les Browns, voilà, il n'y a plus rien à dire. Faut-il en parler? Au bout d'un moment, oui, on va en parler parce qu'il y a peut-être quelques fans qui se baladent. Et puis en plus, les Giants, on sait que Saquon Barkley va claquer c'est 3 voire 4 touchdowns contre les Giants. Donc à l'aller comme au retour. Donc voilà. On passe, parce que si la NFC Est n'appartient pas aux Eagles, si elle n'appartient pas aux Cowboys, oui, j'ai switché un petit peu aussi dans l'ordre que je vous avais envoyé. Bah oui, mais bon, ça me fait une transition comme ça. Elle n'appartient pas, bon, ça on s'en doute bien, aux Giants, c'est bien évident. Elle appartient donc à la 4e équipe pour le moment, les Commanders de Washington, 3 victoires, 1 défaite. Ils sont en tête de la division NFC Est avec Seb, un Jayden Daniels, encore une fois, impressionnant dimanche face aux Cardinals. Vous savez quoi, je vais peut-être vous surprendre, mais les Commanders à 3-1 en 4e journée et en tête de leur division, je l'aurais pas cru, dites donc, si on me l'avait annoncé en début de saison. Beaucoup l'annonçaient, hein. Oui. Que ça allait être la surprise. Ça allait être la surprise. Et d'ailleurs, je crois que dans notre podcast NFC, je ne sais plus. C'est Raph, t'étais là? Je ne sais plus. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il les voyait. C'est peut-être Jean qui a dit qu'il les mettait en play-off, hein, les Commanders. Écoute, il a beaucoup plus de flair que moi parce que vraiment, je l'aurais pas cru, sans non plus pour autant enterrer la franchise, mais effectivement, Jayden Daniels continue de briller. 26 sur 30, 82,1% de complétion, c'est absolument inhumain. Un touchdown, une interception, parce qu'il faut bien quand même montrer qu'il a des failles, ce garçon. 449 total yards gagnés par cette attaque, 101 pour Brian Robinson Jr., 29 first down. On a un offensive coordinator, Cliff Kingsbury, qui a su particulièrement bien mixer les différentes
composante de son escouade offensif. La défense, elle est un petit peu à la traîne, mais j'ai trouvé que ça avait été justement la bonne surprise de ce match. Elle génère 4 sacs, et puis elle a tenu l'attaque d'Arizona à un 4/11 sur les 3e downs, et 5,1 yards de moyenne par jeu. C'est une équipe qui est vraiment intéressante à voir jouer, qui est très agréable à regarder jouer. Et j'espère vraiment qu'ils vont nous en donner encore plus à venir. Enfin, pour moi, ça serait une agréable surprise. Et puis surtout, pour Washington, ça serait vraiment l'étape de reconstruction sportive de ce club après avoir passé la saison précédente à se reconstruire en interne, à reconstruire surtout son front office et puis l'image de cette franchise qui avait été très, très, très abîmée par le propriétaire précédent. Oui, on a un Jayden Daniels qui marche sur l'eau, tu l'as dit. C'est le premier joueur de l'histoire de la NFL à réussir 2 matchs de suite à plus de 85% de passes complétées avec un minimum de 15 passes lancées. C'est aussi le meilleur départ pour un joueur sur les 4 premiers matchs d'une saison NFL avec un pourcentage de passes complétées, je crois que c'est 82,6% si je dis pas de bêtises depuis le début de saison. C'est le leader de la ligue. Jusque-là, le recordman sur les 4 premiers matchs d'une saison, c'était Tom Brady avec 79,4%. Donc il vient de sortir, Tom Brady, des tablettes des records de la NFL. Excusez du peu. Juste 2 petites choses. Kingsbury, il était particulièrement remonté. Tu m'étonnes contre Arizona. Et voilà, c'est l'ancien head coach, il les a démontés. Hop, vous m'avez viré, regardez. Et je vais peut-être mettre un bémol sur Jayden Daniels. Attention à sa santé, parce que il court un petit peu le garçon et il veut poursuivre les jeux. Et attention à ta santé. On en a connu des petits anges partis trop tôt. Faudrait pas que ça lui arrive. Est-ce que pour toi, Raph, les Commanders, c'est la vraie surprise de ce début de saison? Ah, clairement. D'autant plus quand on sait à quel point c'est compliqué pour un quarterback rookie d'arriver en NFL. On le voit avec Caleb Williams notamment. Là, franchement, c'est vraiment bluffant ce qu'il arrive à faire. Je connaissais pas la stat sur Brady, mais ça place un peu le bonhomme. Alors, pour ceux qui écoutent ce podcast après mardi 9h, vous pourrez retrouver tout un tas de stats sur Jayden Daniels sur un article qui va paraître à 9h mardi matin sur TFA, voilà, qui s'appelle Jayden Daniels, des records en NFL ou quelque chose comme ça. Voilà. C'était l'instant promo. Qui a bien pu l'écrire? On se demande qui l'a écrit. On se demande. Mais oui, non, je serais pas surpris que les Commanders fassent pas une saison à la Texans, quand même pas, mais franchement, il y a des similitudes. C'est très fort probable. Finalement, il faut choisir en deuxième la draft. Ah, c'est ça. Mais le first pick. Tu rigoles, mais très surfait. Mais après, il y a une pression autour du first pick. C'est le ça. mec qui est choisi en premier, il y a une pression différente par rapport au gars qui est choisi 2. Complètement. Je pense que si Caleb Williams avait été choisi en 2 et en plus dans le cocon Commanders, ça serait peut-être mieux passé. Alors après, avec Desi, forcément, on fait pas grand-chose, mais... On va pas parler des Bears, on va peut-être faire un procès plus tard, mais c'est pas le soir. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on... Il y a des articles, excuse-moi Flav, il y a des articles qui sont sortis. On leur a mis Mitch Trubisky, on leur a mis Justin Fields, on leur a mis Caleb Williams maintenant. On prend des quarterbacks, on met rien autour. Il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de construction, il n'y a pas de, il y a pas de tout ça. Mais oui, mais il n'y a pas de ligne. Oui, voilà. Non, mais c'est sûr. Donc il y a des gars qui vont se faire découper. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'ait pas eu 2 équipes qui avaient le droit de choisir dans le top 5 de la draft 2024. On aurait pu avoir un Jayden Daniels et Malik Nabers ensemble. Ça aurait rappelé LSU, ça aurait été cool. Ça aurait pu être... sur les jambes de Jayden Daniels avec Malik Nabers en receveur, ça aurait pu être sympa. Ouais, ça aurait pu... Bon, bref, c'est mon côté nostalgique des matchs de LSU. Parce que la Louisiane gagne dans certains trucs. Oui. Ouais, ça arrive. Après, comme universitaire. Hein. Oui, oui, c'est ce que je dis. Oui. Ils vont avoir quand même 2 tests qui
qui arrive là à la suite. Ils vont recevoir Cleveland, qui reste malgré tout des clients sur leur défense. Et puis, le 13 octobre, va falloir aller à Baltimore. Et là, là, il va y avoir statement. Hein. S'ils battent Baltimore, s'ils battent Baltimore chez eux en plus, là ils changent de division. Vraiment, ils changent de catégorie. Et mais je mettrais au pas cas ma de maison débattre, quand même. Hein. alors Moi non plus. je mettrai pas Lamar- mon PEL là-dessus. Je suis d'accord. Mais Lamar suivant Jackson, il a perdu qu'un seul match contre la NFC. Suivant la prestation qu'ils vont faire, ça peut aussi conforter ou infirmer leur statut actuel. Bien sûr. Et même s'ils perdent dans un match serré ou quoi, ça peut être quand même de bon augure. Absolument. Alors, on avait des équipes qui n'avaient pas encore gagné dans cette saison non plus, à commencer par les Bengals de Cincinnati. Tout le monde qui se tient la tête. Mais pourquoi vous tenez la tête quand on parle des Bengals? Tout va bien, il n'y a pas de tuture, on va pouvoir passer un bon moment. Les Bengals de Cincinnati qui s'imposent donc 34-24 face aux Panthers de Carolina. Seb, ils ont lancé leur saison? Non, mais vas-y, fais-la. Tu en meurs d'envie depuis tout à l'heure. Vas-y, pose-moi la question. Ça y est, c'est fait. T'as pas écouté, tu t'es bouché les oreilles. Je n'ai même pas écouté. Mais alors, oui. On saura la semaine prochaine après les Ravens, peut-être. Ils ont vraiment lancé leur saison pour le coup. Voilà, il faut espérer. En effet, Cincinnati lance sa saison, une victoire 34-24 sur Carolina. Un Burrow qui fait une prestation plus que correcte avec 22 sur 31, 232 yards, 2 touchdowns, une interception sur on va dire une passe difficile dans une sorte d'embouteillage de défenseurs. Au sol, il y a eu un duo Zach Moss-Chase Brown qui a produit 131 yards et 2 touchdowns en 30 portées combinées. Ça nous a donné une attaque plutôt équilibrée. Et puis, on a vu apparemment Ja'Marr Chase qui avait décidé de desserrer le frein à main qu'il avait serré depuis le début de la saison. Alors, on pourrait se dire, certes, ils ont lancé leur saison, mais ça n'est que Carolina. Néanmoins, là, c'est un Carolina qui apparaît quand même bien plus compétitif qu'il y a 2 semaines, depuis qu'Andy Dalton a pris les rênes. Ils ont quand même infligé 375 total yards à Cincinnati. Ils ont converti 50% de leur troisième down. L'inquiétude pour Cincinnati, elle est plutôt sur la défense, d'autant qu'ils ont perdu Trey Hendrickson. Et puis, on a vu aussi Cam Taylor-Britt qui s'est fait cramer encore sur un tracé dans le sim. C'est inquiétant. Et puis, ce qu'il y a d'inquiétant aussi, c'est leur front seven, leur pressure rate. 20,9% de pression sur le QB adverse, vous me permettrez de dire que c'est pas fifou. Et attention parce que Trey Hendrickson s'est blessé en plus pendant le match. Oui, il est sorti blessure au cou. Alors j'ai pas vu le rapport, je sais pas. Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. On n'a pas eu de nouvelles. D'accord. L'heure d'enregistrement. Et Flav a un problème avec les coups. J'ai pas la ref. Si, Yongoku, le kicker des Falcons. Oui, tiens, donc tu nous disais d'ailleurs la semaine dernière que tu l'aimais beaucoup. J'ai énormément pensé à toi. Tu aimes beaucoup. Non, mais alors pour le coup, coucou ce soir. Coucou. Mais non, mais c'est un kicker que je trouve extrêmement sous-coté. Et alors, on va me rendre hommage. Et je vais me rendre hommage à moi-même puisque tu l'avais annoncé dans le Discord. Je l'ai annoncé dans le Discord. Au moment du touchdown d'Alvin Kamara, j'ai dit Yongoku va marquer un field goal entre 55 et 60 yards. Il a marqué un de 58. Voilà. C'est parfait. Un vrai devant. Non, je connais trop bien les Saints. Bon, après, est-ce que l'interférence de passe de Paulson Adebo aurait été sifflée s'il avait le maillot des Chiefs? J'en suis pas convaincu. Mais c'est une autre affaire et nous sommes pas là. Comme dirait mon ami Waik, c'est un autre débat pour un autre jour. Et chaque samedi à son cochon. Voilà, et chaque samedi à son cochon. Revenons-en à nos histoires de chatons. Voilà, entre les Panthers et les Bengals. Est-ce que Yaya, on n'est quand même pas inquiet pour cette équipe de Cincinnati parce que certes il y a une victoire, mais c'est quand même 155 yards encaissés au sol quand tu t'apprêtes à jouer la semaine prochaine Derrick Henry et les Ravens. C'est quand même pas les Panthers en face, quoi.
Bah, c'est un peu ça, j'ai envie de dire. À part la saison où ils ont fait le run pour aller au Super Bowl, c'est un peu, ça ronronne toujours un petit peu. C'est normal, c'est les chatons. Ouais, mais c'est super bien fait. Très joli ronronnement. Ouais, Non, c'était entre le cochon et le. C'est Oui. bizarre. C'est un chachon. C'est un chachon. Mais quand tu regardes les stats pures, il y a 2 yards de différence et le même nombre de first down, le même nombre de turnovers et ils ont moins de possession. Le talent de Joe Burrow et avec son compère Jamar Chase a fait la différence. Moi, j'arrive pas à les lire, les Bengals. C'est une équipe qui devait prendre le leadership et aller se battre avec les Chiefs tous les ans pendant des années pour savoir qui allait au Super Bowl. Et au final, ben, c'est un petit peu décevant parce que oui, ils ont fait un run, ils nous ont donné beaucoup d'espoir, mais comme souvent les espoirs, ils sont déçus. Alors, il y a Raph qui dodline. Alors, j'aimerais savoir si quand Raph dodline, c'est quand Seb dodline. Ça veut dire je ne suis pas d'accord du tout avec ce que tu dis. Non, c'était sur le fait de rivaliser avec les Chiefs parce que on sait tous le niveau qu'a l'attaque des Bengals. En plus, là, il y avait T. Higgins. Je sais plus si C'est son c'est premier match. ce week-end. Son match Ouais, d'octobre. voilà, c'est ça. Ouais. Il me semblait. Donc, bien sûr, quand il est de retour, ça aide aussi grandement. Il a 6 réceptions pour 60 yards. Donc, forcément, ça aide. Mais du côté de la défense, on dit souvent que l'attaque fait gagner des matchs et les défenses font gagner des championnats. Force est de constater que la défense des Bengals les a pas fait gagner et je pense qu'ils sont loin de pouvoir gagner un championnat. Franchement, là, encaisser 24 points contre les Panthers. Alors oui, depuis que Bryce Young a été benché, les Panthers vont beaucoup mieux, mais quand même, je pense que une équipe qui a les ambitions des Bengals, avec les déclarations de Jamar Chase qui dit qu'ils sont l'équipe à craindre en AFC, etc. Euh, Franchement, je pense que, sans vouloir être méchant, il va falloir se réveiller un petit peu sur leur réel niveau. Tiens d'ailleurs, question comme ça à la volée qui était pas prévue. Est-ce que actuellement vous les mettez, allez, on va dire top quoi? Allez, première moitié des équipes en AFC. Oui, première moitié quand même. Première Je moitié, oui, top 5. Non. Top 5. Bah non, mais Très je sais pas. compliqué. Première Non. moitié, c'est top 8. Non. Hein. C'est pas C'est, si loin. Non, je non. l'avais top 10, mais top 10 entre 8 et 10. Ah donc pas première moitié. Non, moi non. Moi, je pense Ah, quand même. Et Mais... vous entre 5 et 8, ça va. Raph. Ouais, Ouais, je pense. plutôt du côté de 8, très honnêtement, pas encore top 5. Moi, il va me falloir plus de gages qu'une victoire contre Carolina pour Et- que Ouais, je parce les que mette t'es top 5. exigeant. Ouais, attendez, juste un truc. Ça veut dire que vous les voyez playoffables. C'est ça. Bah oui, top 8. Ouais. Bah moi je les vois pas en playoff. Aujourd'hui, avec le niveau de jeu qu'ils ont, je ne les vois pas en playoff. De toute façon, encore une fois, on va avoir une bonne partie de réponse la semaine prochaine parce que s'ils commencent à perdre contre des adversaires de division, c'est là que ça va commencer à sentir pas bon. Alors que si, Et par rapport à l'an dernier, parce qu'on fait beaucoup le parallèle par rapport à l'an dernier où ils avaient mal commencé la saison, d'où ce fameux gimmick de ont-ils lancé leur saison. Mais d'ailleurs, Mathieu, je crois, l'a repris dans sa vidéo, notre ami Mathieu Van Boll. Oui, je te le confirme. Sur, Oui. sur Instagram. Je te le confirme qu'il l'a repris. mais il a le droit. Hein. On adore quand il reprend nos trucs. Mathieu, on l'aime beaucoup. C'est notre best friend. C'est notre donc, BFF. c'est notre BFF, voilà ce que j'allais et dire. on lui envoie plein de bonjours. Et donc, ce que je disais, c'est que en fait, l'an dernier, il y a eu ce début de saison raté. On a beaucoup fait le parallèle avec le début 2023, le début 2024. Mais en début 2023, faut pas oublier aussi qu'ils étaient partis avec un 0-2 ou 0-3 dans la division. Pour l'instant, si ma mémoire est bonne, ils n'ont pas perdu de match de division. Donc, il y a encore ce côté-là où, au final, la tête de la division AFC Nord, pour l'instant, c'est les Steelers à 3-1. Donc, il y a que 2 matchs d'écart. Tu vois, c'est pas non plus, il y a pas la ligne droite de Longchamp à remonter non plus, quoi. Oui, c'est sûr, mais je trouve qu'il se rassure un petit peu trop avec ce truc de de toute façon, tous les ans, on commence mal. Mais je pense que c'est un réel problème et ça met pas les joueurs en confiance, ça les met dans l'urgence. Là, face aux Ravens, ça va être vraiment très compliqué. Je vois pas vraiment un monde où ils peuvent l'emporter. Et débuter en 1-4,
Franchement, c'est vraiment Alors, compliqué. il y a un monde où ils peuvent s'imposer, c'est celui de la Red Zone NFL, où il se passe à peu près tout et n'importe quoi. Des fois, c'est plus la Twilight Zone que la Red Zone, ce truc-là. N'importe qui peut battre n'importe qui, ça se part dans tous les sens. Des coups de pied qui sont mal réceptionnés, des balles part partout, ce truc. Enfin bon, Des retours de punt. je ne vise personne, n'est-ce pas Rachid? Voilà. Une équipe qui n'a pas, elle, réussi à remporter sa première victoire de la saison, ce sont les Jaguars de Jacksonville. Et pourtant, Seb, ils ont été très proches de le faire. Pendant très longtemps, ils ont été tout proches d'aller chercher une victoire, mais finalement, ils s'inclinent face aux Texans de Houston. Il s'incline et au final, c'est une sortie quand même décevante, surtout après la raclée qu'ils ont subie jeudi dernier contre Buffalo, 47-10, hein, je le rappelle, ça fait quand même mal. Alors, sur les points de satisfaction, tout de même, c'est que dimanche soir, il y avait un jeu au sol qui fonctionnait, notamment grâce aux 90 yards de Tank Bigsby. Et puis, ce qui est quand même malheureux, c'est que ils étaient menés de 4 points à la mi-temps. Ils réussissent à remonter, ils prennent une avance de 3 points en fin de match. Et il y a un appel de jeu de Doug Pederson qui est absolument incompréhensible. Il appelle 2 passes qui ne seront pas complétées alors que tu as un jeu au sol qui marche. Profites-en, fais porter la balle, gagne du temps. Et c'est ces 2 passes manquées qui ouvrent la porte au comeback de Houston. On a un problème de coaching dans ce club. Et puis, il va peut-être falloir finir par se poser la question de Trevor Lawrence. 54,9% de réussite. C'est pas assez. Il y a un gros problème de précision. Il va falloir se remettre en question sur ce point-là. Point de satisfaction dans le jeu aérien, c'est Brian Thomas Jr. qui s'est à nouveau bien mis en valeur avec 6 réceptions et 86 yards et un touchdown. Du côté de la défense, il y a un vrai problème aussi. Il y a plusieurs titulaires qui sont blessés. Moi, la question que je me pose, c'est que je me demande si leur saison est pas déjà finie. Hein. Pour mémoire, Allez, à 0-4, qu'est-ce que pour tu... mémoire, il n'y a qu'une seule équipe qui est parvenue à aller en play-off après un 0-4. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Le Oui, saviez-tu? moi je le sais. Ce sont les Chargers de San Diego en 1992. Alors autant vous dire que ça arrive pas tous les 4 matins et que ça nous rajeunit pas, hein, pour ceux qui étaient nés, du moins, hein, Raph. Il n'y avait pas Junior CAO dans cette équipe? Je pense qu'il y avait Junior CO et qu'ils étaient menés par Stan Pas Humphries, Junior le AO, en quarterback. tout cas. Ça, Non, c'était pas Junior AO, c'était Junior CO, qui a mal fini d'ailleurs, Junior CO. Oui. Et je crois que c'était Stan Humphries, le quarterback, mais je ne suis pas sûr de ce que j'avance. Il faudrait que je vérifie. Voilà. En tout cas, il n'y en a qu'une seule qui a réussi cet exploit-là. Alors, les Jaguars, finalement, vont peut-être nous faire comme l'an dernier, c'est-à-dire un début de saison complètement maussade, et puis il suffira d'un voyage à Londres pour les lancer, non, Raph? Franchement, Ils vont à Londres dans 2 semaines pour 2 semaines. Ça peut être bien pour ce commencer. serait bien pour eux, mais la saison, Vous je sais pas trop ce qu'ils peuvent alors attendre. La seule chose, c'est que Peterson peut pas se faire virer alors qu'il est à Londres. C'est ça, c'est compliqué. Bah après, est-ce que enfin, c'est le débat qu'on a lancé aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Vous pouvez toujours participer d'ailleurs. Peterson est devenu le favori des bookmakers pour être le premier entraîneur licencié, juste devant Mike McCarthy. McCarthy, jamais. La question est de savoir, Doug Peterson, ça fait 2 ans, hein, si je dis pas de bêtises, depuis 2022 qu'il est là. C'est 2 fois. Alors vous allez me dire, oui, ça va pas loin, mais c'est 2 fois 2 saisons avec un bilan positif. C'est un titre de division, c'est une présence au play-off. L'an dernier, encore une fois, ils commencent au début de saison, ils sont à 2-6, 2 victoires, 6 défaites. Et puis finalement, il y a ces voyages à Londres. Et puis, non, c'est en 2022, ils sont à 2-6. Oui. 2023, ils avaient bien commencé, ils ont mal fini. 2022, ils sont 2 victoires, 6 défaites. Et puis finalement, ils finissent en play-off. Donc bon, voilà. Est-ce que là à Londres, ils vont jouer les Bears et ils vont jouer les Patriots. Ils jouent les Colts la semaine prochaine. S'ils font 3 victoires, ils se retrouvent en 3-4. Il y a pas encore péril en la demeure. Hein. Oui, mais non, ils ont c'est pris sûr. beaucoup de retard quand même. C'est ça.
En plus, ils ont, tu vois, par ils exemple, ont dans la perdu division, contre ils ont les perdu. Texans de Ouais, ils ont division. perdu qu'un seul match de div. Celui pour moi qui est à ne pas perdre, c'est celui contre l'école la semaine prochaine. S'ils Ah bah, perdent c'est ça. contre l'école, ça 0-5 avec 0-2 dans la div, ça... Ah bah, c'est Road to the First Pick après. Voilà. Bah tiens, d'ailleurs, on a une question là-dessus, mais ce sera juste après. Le saviez-vous? La dernière victoire des Jacksonville Jaguars à l'extérieur. Bah, c'était à Londres. Non, c'était ils sont chez contre les Texans de Houston. Mais en Ouais. 2023. Ah. C'était au mois de décembre ou novembre 2023. À Londres, je te rappelle qu'ils sont l'équipe locale, hein, Yaya. Alors oui, mais Ouais. comme ils avaient fait 2 matchs d'affilée, je crois qu'ils avaient interverti. Non, les 2 fois, ils étaient locales. Non. Ah ouais. Ils sont l'équipe locale à Non, à Londres. Londres, ouais. Le Sadiq Khan, qui a des parts dans la première ligue, a dit quand Jacksonville va à Londres, ils sont l'équipe locale, donc c'est l'équipe Ouais, locale. même encore là, contre les Bears et les Patriots, ils reçoivent officiellement 2 fois les 2 Ouais. matchs. Autant pour moi, autant pour moi. Et la dernière fois, en fait, les 5 derniers duels entre Jacksonville et Houston, c'était l'équipe à l'extérieur qui l'avait emporté. Voilà. Là, ça a changé. C'est Houston à domicile qui a fini par gagner. On avait une question de Jordan là-dessus. Est-ce que Jacksonville doit se lancer maintenant dans la course au first pick? C'est une éventualité à envisager, si je puis m'exprimer ainsi. Pour en faire quoi? Parce qu'on peut aller chercher un QB en first pick. Hein. Il y a peu de chance. Bah, avec Peu de un chance, contrat ils vont- qu'ils viennent de faire signer Voilà. à Trevor Lawrence, Ils ont signé 275 Trevor Lawrence, millions. Ils Bah, ont signé un- Trevor pour 4 ans. Non, c'est pas ce qui va se produire. Après, un first pick, ça peut aussi être une monnaie d'échange. Bien sûr, ils peuvent Voilà. l'échanger, Mais- ils peuvent prendre un autre, un receveur, un joueur de ligne. Oui, tout à fait. Donc, il y a beaucoup, on peut faire beaucoup de choses après, avec un first pick. Après, tu vois, c'est comme ton scénario, Flav, où il remonte à 3-4. Dans les deux cas, que ce soit ça ou le first pick, on n'en est pas encore là. Mais ça pourrait être une possibilité à envisager pour les fans de Jacksonville. Moi, je dis juste que à 3-4 ou même à 2-5, allez. Alors, 2-5 avec victoire contre les Colts. Si. 2-5 en battant les Colts et en perdant, par exemple, contre les Bears, en battant les Patriots. À 2-5, il y a encore de l'espoir. Vous le dites, il y a encore de l'espoir. Oui, mais C'est pas tu les vois gagné, gagner contre les Colts? Parce Tu que les- franchement, vu le match qu'ils ont fait Les face Colts- à Pittsburgh, Alors, ouais, mais les Colts je sais pas. sans Richardson sur tout un match. Et tu Honnêtement, attends, les Colts, c'est très irrégulier. Jonathan Taylor est blessé à la cheville. c'est ouais, vrai. mais T'as pas Jonathan Taylor, t'as pas Richardson. Il y a Oui, quand mais même tu- une ouverture. Hein. tu les vois aller en playoff Non, sans j'ai être pas dit champion de ça. division. Alors, je n'ai jamais dit déjà que je les voyais aller en playoff. Ouais, Je mais- dis juste que virer Doug Peterson sur un 0-4 non. alors qu'il peut être à 3-4 dans 3 semaines, bon, je trouve que c'est un peu prématuré. Non, Moi, je laisserais aller ils vont pas jusqu'à le la faire fin. maintenant. Ah bah non, Je mais vais jusqu'à la fin du match de Londres. S'il est à 0-7, oui. Tu vois. mais S'il est à 1-6, oui. Tu vois. et même, pourquoi le virer quoi? Tu le laisses finir la saison. Oui, tu peux aussi. Bah, de toute façon, c'est comme on l'écrivait ce matin dans l'article sur Doug Peterson. Quand ça se passe mal dans une franchise, qui est-ce qui prend généralement? C'est soit le quarterback qui se fait bencher, soit l'entraîneur qui vire. Bon, après, les coordinateurs offensifs, défensifs peuvent servir de fusible intermédiaire. Mais généralement, c'est le quarterback qui se fait bencher ou l'entraîneur. Ils vont pas bencher Trevor Lawrence. Non. C'est Impossible. impossible. C'est impossible. Pas Donc, possible. il reste que Doug Peterson comme fusible. Voilà. Après, si tu veux qu'il soit numéro 1 à la course au siège éjectable, ça s'entend. Tu Bah verrais, oui, c'est ça. 4, oui, ça s'entend. De laser qui va être viré là, maintenant, tout de suite, là aussi, il y a de la marge. Hein. Ça, je n'y crois pas. Après, faut pas oublier qu'il y aura peut-être un autre 0-4 dans la division ce soir, en cas de victoire des Dolphins sur les Titans. Hein. Ils peuvent être 2 dans la div à 0-4. Hein. Ouais. Ce qui est quand même, ça doit être rare. Hein. Une division où il y a 2 Alors, joueurs moi, de- il faudrait que je cherche vraiment la dernière fois où c'est arrivé. Ouais, je parce pense que- que c'est pas Ouais. courant. C'est pas Et- courant. Pas sûr que je sois dit non plus. Hein. Ouais. Et si NFC, ça arrive, NFC Est, Ouais. c'est Peut-être la saison galère de NFC Est, là, en 2021, là, 2020. et là, et tu vois, vraiment, je dirais plus que l'AFC Sud, c'est une pétaudière. Je dirais que c'est une poubelle. S'il y a deux Non, parce qu'on a équipes, tapé sur la NFC Sud pendant des semaines et des semaines. Finalement, c'est peut-être pas les pires. Hein. c'est peut-être pas les Ah pires, non, tu vois. mais non, Toujours pire ailleurs. Hein. ah non, mais c'est l'AFC qui est l'AFC Sud qui est la pire. Vous êtes en deuxième position.
En gros, le Sud, en ce moment, c'est pas fou. Hein. C'est pas ouf. Ouais, et puis en plus, tu vois, on dirait le Sud, le temps dure longtemps. Ouais, ça très longtemps parfois, très très longtemps. On fait un petit tour rapide, les amis. Tiens, non, avant de faire le tour des résultats, votre MVP de la soirée, meilleur joueur de cette 4e semaine pour vous. Tiens, on commence par Raph. Il va nous dire Travis Kelce. Non, quand même pas. Moi, Derrick Henry, forcément. Oh, King, tu l'as piqué. Non, il a piqué à moi. Ah, Bon, je bah, me dis non, on vu peut faire le un statement qu'il a fait, On peut faire un compliqué de MVP faire mieux. unanime. Hein. On peut faire un MVP Ouais. unanime. Eh ben, ouais. Pas de souci là-dessus. MVP unanime pour Derrick Henry, c'est parti. Et du coup, Allons-y. j'en profite pour faire un bisou à Kachou. Du coup, et oui, on fait un bisou à Kachou, évidemment. La plus grande fan des Ravens. Ouais, tout à fait. Salut Kachou, et ceux qui la connaissent pas, eh ben, allez la connaître parce que c'est quelqu'un qui vaut le détour. Exactement. Les résultats de cette 4e semaine en attendant ce soir, donc pour vous ce sera joué, mais pour nous ça l'est pas encore. Le match entre les Titans et les Dolphins, c'est celui entre les Seahawks et les Lions. Les autres résultats, les Cowboys ont battu les Giants 20-15. Est-ce que c'est une surprise? Évidemment que non. Les Falcons sont battus, là c'est une grosse surprise, les Saints 26-24. Vous avez noté qu'ils ont encore fait le coup, encore une fois, sur leur tableau d'affichage de pas mettre le nom de la Nouvelle-Orléans. Ils se croient malins tous les ans à faire ça chez les Falcons si c'est leur seul plaisir. Ils mettent Falcons et de l'autre côté ils mettent visiteurs. Voilà. Pour pas mettre Saints. Bon. Voilà, ça les fait marrer. Bon, c'est leur seule victoire de l'année. On va pas non plus en faire tout un drame. Les Bears qui s'imposent 24-18. Les Bears de Caleb Williams donc qui s'imposent face aux Rams. Les Packers qui sont battus 31-29, on en a parlé, par les Vikings. Les Colts qui s'imposent 27-24 contre les Steelers, on en a parlé aussi. Le match de l'année probablement entre les Broncos et les Jets, victoire 10-9 des Broncos dans un MetLife Stadium complètement détrempé avec un coup de pied raté de Will Lutz à 1 minute 30 de la fin, puis un coup de pied raté de Zuerlein à quelques secondes de la fin. C'était brillant. Quelque chose. Ouais. Comment il nous a dit, comment il a dit Benjamin Bernard pendant le Red Zone ah oui, bah il y a, alors je veux pas trahir ses propos, je crois qu'il a dit puisqu'il y a plus que cette purge qui est pas, il y a plus que cette purge qui est pas à la mi-temps, on va se la coltiner. Ouais. Ah mais vraiment, celui qui gagnait le match, il perdait. Hein. Ah oui, c'est ça. C'était c'est particulier comme rencontre. Si vous l'avez pas vu, ne vous infligez pas le résumé, ça ne sert à rien. Non, c'est pas la peine. Et surtout pas celui en 40 minutes. Éventuellement, tentez celui en 1 minute peut-être. Les Buccaneers 33-16 s'imposent face aux Eagles. Les Bengals l'emportent 34-24 face aux Panthers. Les Texans s'imposent 24-20 face aux Jaguars. Les Commanders en passent 42 du côté d'Arizona, victoire 42-14. Il y a eu un nouveau touchdown de Marvin Harrison Jr., je crois aussi pour les Cardinals, qui lui aussi commence à enquiller les touchdowns comme des perles. Les Patriots se sont battus largement par les 49ers de Seb 30-13. Les Raiders qui s'imposent face aux Browns dans le match que personne voulait voir de la deuxième partie 20-16. Les Chiefs s'imposent face aux Chargers 17-10 dans le duel d'AFC West. Et enfin les Ravens battent les Bills 35-10. Voilà pour les résultats de cette 4e semaine de compétition. La suite du programme sur les antennes de TFA. On va vous faire un petit instant promo pour le baseball puisque un podcast MLB est sorti ce lundi. C'est bientôt la post-saison en MLB. N'hésitez pas à aller écouter Nico, Jérém, Julien qui vont vous parler de toute cette post-saison. Il y a un podcast en WNBA ou NBA Alors, il y a les playoffs WNBA, donc toute l'équipe est là et on va bientôt revenir pour la NBA. Et la post-season, ça y est, c'est cette semaine en Major League. Voilà. Oui, ça arrive là dans les toutes prochaines heures. Je crois que ça commence ce mardi. Voilà, dans les toutes prochaines heures. Et pour la NFL, on se retrouvera jeudi pour un podcast qui reviendra sur la classe des quarterbacks de 2023. On parlera de Will Levis, on parlera de Bryce Young, on parlera de CJ Stroud, d'Anthony Richardson. Bref, ce sera un moment délicieux. Et nous serons en live vendredi à 22h pour faire la preview de la Week 5, alors que le match entre les Falcons et les Buccaneers ce sera déjà joué puisque ce sera dans la nuit de jeudi à vendredi. Voilà pour le programme. Est-ce que c'est vrai que tu espères un match nul? Ou non, de toute façon, ils seront forcément nuls vu les deux équipes sur le terrain. Alors,
merci mon Yaya d'avoir été là, merci Raph, merci Seb d'avoir été là et merci à vous tous qui nous avez écoutés. Merci pour votre fidélité. On se retrouve très vite sur les antennes de TFA. Salut tout le monde. Salut. Ciao.